Bonjour et bienvenue dans la série des podcasts des AOC. La rencontre podcastée s'inscrit dans le cadre des AOC de l'égalité. Le temps d'une soirée, les apéros d'origine contrôlée permettent de mieux comprendre les problématiques de société en rencontrant ceux et celles qui agissent au quotidien. La 13e édition des AOC de l'égalité se déroule du 1er au 12 décembre. Vous pouvez retrouver tous les lives et les podcasts sur le site www.aocégalité.fr. Cette soirée débat, organisée en webinaire le 3 décembre et en live sur Facebook, s'intitulait « Enfermés et expulsés, que disent-ils » Sur la base de témoignages de personnes enfermées dans différents centres de rétention administrative, à Bordeaux, Hendaye ou au Mesnil-Amelot, et lus par deux comédiens, Félix Lefebvre et Prune Ventura, les invités à la table ronde tâchaient de répondre à la question « Comment faire du témoignage une arme politique ?» À la table des échanges, par ordre alphabétique, Mélanie Moget-Beaufumé, intervenante de la CIMAD au centre de rétention de Bordeaux, Loïc Prudhomme, député de Gironde, Pauline Racato, animatrice de la soirée et elle aussi intervenante de la CIMAD au centre de rétention de Bordeaux, Xavier Ridon, journaliste et directeur de La Clé des Ondes, et enfin Prune Ventura, comédienne. Bonne écoute! Les AOC, entendus comme apéro ou atelier d'origine contrôlée, c'est une manifestation citoyenne et culturelle avec ceux qui défendent l'égalité des droits, des places et des chances, les militants associatifs, les acteurs institutionnels, mais aussi les artistes, chercheurs, journalistes, citoyens. Le temps d'une soirée, les AOC permettent de mieux comprendre les problématiques de société en rencontrant ceux qui agissent au quotidien. Cette année, c'est la 13e édition et elle se déroulera du 1er au 12 décembre. Vous pouvez retrouver tous les lives et podcasts sur leur site internet et sur le YouTube. Et une des modératrices vient de vous mettre le lien normalement dans la conversation du webinaire. Donc cet événement, il s'inscrit aussi donc, dans le cadre de Migre en Scène, qui est organisé donc chaque année au mois de novembre par la CIMAD pour promouvoir d'autres visions et nourrir d'autres regards sur les migrations. Cette année, comme malheureusement beaucoup d'événements, tout le présentiel a été annulé, mais il y a quand même eu plusieurs projections débats qui ont été organisées en ligne. La dernière aura lieu demain de ces projections autour du film d'Après Arnal, itinéraire d'un crayon rouge, qui est un documentaire qui reconstitue le parcours du dessinateur de Pif le chien. Donc, je vous invite à aller consulter le site de Migre en Scène pour en savoir plus, pour participer à la projection de demain si vous le souhaitez. Et d'autant plus que vous pouvez aussi retrouver une exposition en ligne sur le droit des enfants. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou peu, la CIMAD, qui a fêté ses 80 ans l'année dernière, est engagée auprès des personnes exilées pour la défense de leurs droits sur l'ensemble du parcours migratoire. Ce soir, c'est à la case enfermement de ce parcours que nous nous intéresserons plus particulièrement, puisque nous allons donc parler rétention. Il faut savoir donc, oui, effectivement, qu'il est très fréquent que dans leur parcours migratoire, les personnes soient détenues pour le seul fait d'être étrangères. En France, par exemple, il n'y a pas moins de 24 centres de rétention et de nombreux locaux de rétention qui sont disséminés en métropole et en outre-mer et qui ont pour vocation de maintenir enfermés des hommes, des femmes et des enfants, non pas pour avoir commis des délits, mais en fait pour être expulsés du territoire français par l'administration. Donc ces centres, ils ont été créés dans les années 80 et la CIMAD, historiquement, c'est la première association à y être rentrée et à y intervenir. Désormais, elle intervient dans 9 centres de rétention. C'est en France métropolitaine et en Outre-mer que la CIMAD intervient et elle y accompagne les personnes enfermées pour garantir l'effectivité de leurs droits. Et elle se donne aussi pour priorité de témoigner de la réalité de ces centres méconnus. Donc, entre accompagnement individuel et combat collectif, la mission de plaidoyer, elle est vraiment au cœur de l'action de la CIMAD dans les centres de rétention, puisque le fondement même de son intervention, c'est de dénoncer et de condamner le principe de l'enfermement administratif. L'histoire de la CIMAD et sa genèse sont toutes les deux éclairantes en fait sur son action dans les centres de rétention, puisque l'association elle a été créée donc il y a 80 ans, je vous le disais, en 1939, d'une volonté citoyenne de rentrer dans des camps d'internement pour y exercer une vigie citoyenne.
Donc, depuis sa création, l'association n'a jamais quitté les lieux de privation de liberté, si bien que des bénévoles et des salariés interviennent encore aujourd'hui dans les prisons et dans les centres de rétention. Donc, depuis plusieurs années, le témoignage est au cœur de la mission de plaidoyer, et les cimadiens et les cimadiennes qui interviennent dans les centres de rétention ont à cœur de donner la parole aux personnes retenues et de la faire entendre. Or, dans les centres de rétention, il faut savoir qu'il est légalement interdit d'enregistrer. Il ne peut pas y avoir ni de prise de son, ni de prise d'image, ni de photographie. Donc, la seule possibilité de raconter depuis le CRA, ça reste le témoignage écrit. Évidemment, les restrictions du lieu, l'incertitude de l'avenir, les violences du lieu et les conséquences de l'enfermement sont autant de contraintes pour témoigner depuis le centre de rétention, mais ça, on y reviendra au long des échanges, j'imagine. Donc, dans cet objectif, plusieurs projets ont quand même permis à la CIMAD de porter la voix des personnes enfermées. Et parmi ces projets, on a notamment créé une exposition qui réunit des textes et des dessins de personnes qui ont été retenues au CRA d'Andaille, du Mesnil-Amelot, qui est aux pistes de l'aéroport de Roissy, et donc le CRA de Bordeaux. Cette exposition, elle s'appelle « Enfermés, que disent-ils » Et si je vous en parle, c'est qu'en fait, cette soirée débat, elle est née autour de cette exposition, puisque on avait prévu de l'installer pendant 2 semaines à la bibliothèque Saint-Michel, qui avait accepté de nous accueillir pour l'occasion. Donc, évidemment, cette exposition, elle a été annulée du fait du contexte, comme beaucoup d'autres événements, malheureusement. Ceci étant, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas que ce partenariat, il est remis à des jours meilleurs, et elle aura bien lieu, cette exposition à la bibliothèque Saint-Michel. Mais pour autant, il en fallait plus qu'une pandémie mondiale pour nous arrêter. Et à défaut de pouvoir l'exposer, on a fait le pari fou de donner de la voix à cette exposition, et ce, au sens propre du terme. Donc, dans le cadre d'un partenariat avec 2 comédiens, Félix Lefebvre et Prune Ventura, que vous voyez aussi à la table des invités ce soir, vous entendrez 4 de ces témoignages. Les mots des personnes retenues, qui sont les premières concernées et pourtant absentes ce soir pour des raisons évidentes, résonneront donc tout au long de la soirée et viendront rythmer et donner le là aux échanges de nos 4 invités. Ces témoignages, ils donneront en effet de la matière aux questionnements qui traverseront les échanges de ce soir autour de la question suivante: comment faire du témoignage une arme politique? Donc, afin de nous interroger sur la portée politique de la parole des personnes retenues, il nous a semblé intéressant de réunir des témoins de tout horizon pour se demander si le témoignage pouvait être, et surtout dans quelle mesure il pouvait être, un vecteur de changement. Donc, il est temps pour moi de présenter ces témoins de rétention aux angles de vue bien différents, vous le verrez, qui sont avec nous ce soir. Donc, alors par ordre alphabétique, d'abord, Mélanie Mauger, intervenante juridique au centre de rétention de Bordeaux pour la CIMAD, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Mélanie, elle incarne ici un témoin expert, dans le sens où elle travaille pour une association historique de la rétention. Sa parole, elle viendra nous en dire plus sur la portée de sa mission au sein d'une organisation qui a toujours défendu la liberté d'expression dans les CRA. Avec nous également Loïc Prudhomme. Loïc Prudhomme, donc député France Insoumise de la Gironde. En tant que parlementaire, Loïc dispose d'un droit de visite illimité et non soumis à autorisation dans l'ensemble des centres de rétention. Les parlementaires sont les seuls à disposer de ce droit, et en l'occurrence, Loïc Prudhomme a usé de ce droit de visite à 2 reprises au CRA de Bordeaux depuis son investiture, si je ne me trompe pas. Ensuite, avec nous ce soir, Xavier Ridon, journaliste et directeur de la Clé des Ondes, qui est une radio associative bordelaise, associative et militante. Donc Xavier Ridon, il a accompagné Loïc Prudhomme lors de ses déplacements au centre de rétention, donc il a pu rendre compte de ses visites. Tout à l'heure, je vous expliquais que la prise d'image, elle est interdite dans les centres de rétention. La présence de journalistes fait exception à cette règle, donc il a pu faire des prises de vue, entre autres. Et par ailleurs, son point de vue, il sera aussi éclairant en tant que journaliste qui travaille dans une radio qui, je la cite, a notamment pour but d'être la voix des sans-voix. Enfin, avec nous, Prune Ventura, comédienne. Donc Prune, je le disais aussi tout à l'heure, elle donnera de la voix ce soir au témoignage des personnes enfermées. Mais ce n'est pas à ce seul titre que Prune est avec nous ce soir, puisque elle a travaillé pendant 3 ans auprès de la CIMAD,
dans le cadre d'un partenariat avec l'ESTBA, l'École du Théâtre National de Bordeaux, lorsqu'elle y était étudiante. Ce partenariat de 3 ans, il a donné lieu à une création artistique, à une pièce qui s'appelle Les Accueillants. Donc, dans le cadre de ce projet, Prune s'est rendue plusieurs fois au CRA de Bordeaux pour y rencontrer des personnes enfermées. Et puis, plus largement, son regard d'artiste viendra compléter ce beau et très diversifié panel d'invités. Donc, un grand merci à tous les 4 pour avoir répondu présent et présente à notre invitation. Je peux dès maintenant rentrer au sein d'un centre de rétention avec le premier des témoignages, qui est celui de Carmen. Je suis triste parce que la prison, c'est pour quelqu'un qui a commis des fautes. Ils m'ont envoyé au tribunal. J'étais entourée par la police. J'étais triste et je ressentais beaucoup de douleur. Parce que le juge a demandé à prolonger ma rétention, parce que le juge n'a pas pris en compte que j'avais un enfant à la maison. Moi, je suis inquiète. Pendant que je suis en prison, je me demande comment est mon enfant à la maison. Parce que mon enfant peut être stressé émotionnellement. Pour moi, la prison, c'est comme un coup, tant physiquement que moralement et mentalement. Pour moi, la prison et le centre de rétention ne doivent pas exister. Parce que la frontière a été créée par l'homme et pas par Dieu. Il faut utiliser un autre moyen, qui n'est pas la prison. Carmen, ressortissante dominicaine, a été enfermée en rétention du 26 juillet au 23 août 2019, jour de son expulsion en République dominicaine, sans ses fils restés seuls en Guyane et dont l'un est mineur. Le père des enfants, vivant à l'étranger, ne peut pas les prendre en charge. Pas évident de prendre la parole après ça, mais pour autant, on est là pour ça. Donc, pour continuer à poser le cadre et laisser un petit peu un temps de digestion sur ce qu'on vient d'entendre, je souhaitais donc donner la parole à Mélanie, qui va vous planter un peu le décor et vous proposer d'entrer dans le centre de rétention de Bordeaux, vous proposer une description du centre. Rebonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, je voulais vous présenter le centre de rétention administrative de Bordeaux. Pour celles et ceux qui ne savent pas, il se situe au sous-sol du commissariat central de Bordeaux, au niveau -1, juste à côté des locaux de garde à vue. La capacité est de 20 places uniquement pour les hommes, puisque les femmes et ou les familles sont enfermées également dans les centres de rétention avec des zones dédiées, généralement à Hendaye ou à Toulouse pour les personnes qui vivent à Bordeaux. Bien que pour la rétention, c'est un petit peu comme la prison, c'est-à-dire que c'est l'administration qui décide où elle vous enferme, peu importe où vous vivez habituellement et où vivent vos proches. Le centre à Bordeaux a été construit en forme de U. Pour que vous imaginiez, au milieu de ce U, de ce carré, il y a une cour grillagée qui donne sur le parking intérieur du commissariat. Dans cette cour, il y a 2 agrès sportifs et des cendriers rivés au sol. Autour de ce patio, qui est donc le seul puits de jour, il se distribue sous forme de 2 ailes, la zone administrative d'un côté et la zone de rétention de l'autre. À chaque extrémité, il y a 2 sas à double porte, dirigés à distance électroniquement par le poste de garde. Dans un sas, il y a la bagagerie et la cellule d'isolement. Dans l'autre sas, il y a la salle visiteur et la salle avocat. L'entrée n'est pas la même selon qui on est. Pour les intervenants extérieurs et pour les visiteurs, il y a l'entrée publique. Pour la personne enfermée, elle passera généralement par le parking de police, puis par l'entrée dédiée, menottée dans le dos, et escortée. Il y a quelques années encore, le menottage n'était pas systématique, jamais dans le dos, mais les instructions ont changé. La zone administrative a 4 bureaux et une salle de repos de la police aux frontières, puisque c'est elle qui est en charge du centre de rétention. La zone de rétention, qu'on appelle aussi zone de vie, c'est-à-dire les locaux dans lesquels les personnes enfermées sont libres de circuler, est divisée en 2 couloirs, avec chacun des chambres, une salle de bain et une cabine téléphonique. Et au milieu de ces espaces, il y a le réfectoire et les bureaux de 2 intervenants extérieurs, le médiateur de l'OFI et le bureau de la CIMAD. À son arrivée, la personne est soumise systématiquement à un interrogatoire, une prise d'empreintes et de photos et à une fouille. Ses affaires sont mises à la bagagerie, à côté de la cellule d'isolement. Elle peut garder son téléphone portable uniquement si le téléphone n'a pas de caméra ni appareil photo, sinon le téléphone est confisqué, c'est-à-dire qu'en fait, il est systématiquement confisqué. L'argent est déposé au coffre, tout comme les objets de valeur, et les documents d'identité ou leurs copies sont remis à la police.
La personne, quand elle entre en zone de rétention, c'est par le couloir A. De ce côté, il y a 2 chambres, une cabine téléphonique et la salle de bain. Au bout du couloir, le réfectoire avec 2 télés, un distributeur et une fontaine d'eau. Un lit dans une des 5 chambres est assigné à l'intéressé, en général par nationalité. On remet à la personne un kit d'hygiène avec des draps, une couverture qui va être renouvelée ou pas. Tout dépendra de la durée de la rétention qui varie entre 1 et 90 jours. L'hygiène et la restauration sont confiées à une société privée. Au moment où la loi décidait d'allonger le délai maximum légal de la rétention à 90 jours, les personnes enfermées se sont vues interdire l'achat de denrées alimentaires et les mandats d'argent. Les repas sont servis à heure fixe. Seuls les régimes alimentaires pour des motifs médicaux doivent être respectés. Les caméras de surveillance sont partout, sauf dans les bureaux des 3 intervenants et dans la salle avocat. Tous les enregistrements sont interdits, sauf pour les multiples caméras de surveillance. Tous les éléments de mobilier, jusqu'à la télécommande et le briquet, sont rivés au sol et au mur. Ça s'explique par le fait qu'il y a quelque temps, en 2015 notamment, des personnes ont avalé les piles de la télécommande ou des éléments de briquet pour tenter de bloquer leur expulsion. Pour toute personne qui arrive en centre de rétention, sa vie peut basculer. La présence de la CIMAD n'est pas anodine, elle n'est pas toujours comprise. Qui croire? Comment savoir en qui on va pouvoir faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance? La description matérielle que je viens de vous faire ne pourra jamais transmettre l'ambiance du centre, les bruits constants, l'odeur de cuisine collective, les toilettes bouchées, les cris, la cigarette, la télé, le mégaphone de la police, parfois aussi, heureusement, la musique et les rires. Encore moins les sentiments comme la colère, l'angoisse, la peine, le sentiment d'injustice ou l'incompréhension. La question du témoignage qui revient souvent à la CIMAD pour un intervenant en rétention, elle revient à se demander comment est-ce qu'on peut transmettre au mieux cette réalité inimaginable. Merci Mélanie pour cette description particulièrement immersive. Je vais me tourner vers les 3 autres invités. Du coup, est-ce que vous voulez revenir, vous, sur vos expériences de visite? Loïc, peut-être pour commencer, puisque comme je le disais, vous avez un droit de visite particulier, un peu VIP en tant que parlementaire. Oui, quelques réactions, effectivement. Dans la description de Mélanie, je me revois rentrer dans ce lieu au tout début de mon mandat, effectivement, une première visite dans un contexte qui était assez particulier, puisqu'il faisait suite à la tentative de suicide de l'un des retenus. Et donc, je vais dire, je me devais humainement d'user mon droit de visite, qui est effectivement un droit que les parlementaires ont dans tous les lieux de privation de liberté. J'ai aussi visité la prison de Gradignan, mais le parallèle s'arrête là parce que le contexte du CRA est quand même très particulier. Donc, c'est dans ce contexte, moi, de cette première visite avec une personne qui avait tenté de mettre fin à ses jours que j'ai pu visiter le CRA et descendre dans ce sous-sol assez glauque, effectivement. La description de Mélanie ne suffit pas à se rendre compte à quel point il y a un sentiment d'oppression et d'incompréhension. La lecture juste avant est assez révélatrice aussi du sentiment, et ça a été vrai pour mes 2 visites, parce que j'ai pu quand même échanger avec les gens qui étaient retenus, et les gens, les retenus sont venus pour exprimer cette incompréhension. Pourquoi je suis là? Et comme je l'ai dit, je crois que c'était... je ne sais plus si c'était la première fois quand je suis sorti. En fait, ces gens, ils n'ont pas commis de délit. Leur seul tort, c'est d'être dans une situation administrative qui n'est pas, je vais dire, une situation d'avoir commis des délits ou des crimes. Ils sont là pour le simple fait d'être dans une situation administrative particulière. Donc voilà, moi ce que je pouvais dire, c'était à ce moment-là, s'apercevoir que cette incompréhension, elle est complète de la part des retenus. Et aussi, par rapport au droit de visite, je l'ai noté parce que je voulais en parler aussi, le fait qu'il n'y ait pas d'image possible, pas de témoignage possible, et que les journalistes puissent, et sont les seuls à pouvoir capter quelques images et quelques sons, ils peuvent le faire parce que, effectivement, quand un parlementaire rentre dans ces lieux de privation de liberté, il peut amener avec lui des journalistes parce que, je crois que Xavier pourra confirmer,
il n'y a pas d'autres circonstances dans lesquelles ils peuvent pénétrer dans le CRA. Donc, j'allais dire, on a cette double responsabilité, ce double devoir de pousser ces portes des lieux de privation de liberté, c'est de pouvoir se forger une perception de cette réalité et quelques convictions, et on en reparlera sans doute plus tard, mais aussi de faire rentrer l'image et le son et de le faire sortir de ces lieux de privation. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans ce contexte particulier de cette proposition de loi sécurité globale, où cette histoire de l'image, elle est fortement remise en cause, je pense que ça a tout son sens aussi de préserver le fait que les journalistes puissent accompagner les parlementaires dans ces lieux de rétention. Voilà les premières réactions en fait, à cette description et à la lecture qui l'a précédée. Xavier, tu veux rebondir peut-être sur cette question de l'image, puisque effectivement c'est pour le coup le privilège des journalistes quand ils rentrent dans le centre de pouvoir capter. Complètement. Moi, quand j'y suis allé donc lors de la première visite de Loïc dans le centre de rétention, j'y allais pour un média internet, donc j'avais la possibilité de regarder, de prendre des photos, et j'ai rapidement compris que c'était une chance, pour ainsi dire, même si le terme est peut-être mal choisi. Quand Mélanie, tu rappelais le lieu, l'espace que c'est, en fait, j'ai remarqué que j'avais oublié des choses. C'était cette entrée, ces nombreux sas qui se suivent. Je me souvenais de cette descente qu'il fallait faire vers le sous-sol, et c'est vrai que moi, d'avoir vu, même si je ne me souvenais pas de ces sas, d'avoir vu ces escaliers à descendre, et cette ambiance où on est vraiment en sous-sol, sans aucune lumière naturelle, si ce n'est ce qu'il y a dans cette petite cour intérieure, mais qui elle-même est en sous-sol en fait. Le fait d'avoir vu ça fait qu'aujourd'hui, si je dois parler du CRA, je précise toujours au moins le côté glauque. Le mot glauque va directement avec, et en sous-sol du commissariat de Bordeaux. Parce que ce sont des éléments d'image et de contextualisation qui, je crois, expliquent beaucoup de l'horreur que l'on fait vivre dans ces moments-là. Alors effectivement, j'ai aussi accompagné Loïc dans les visites de la maison d'arrêt de Gradignan. Et alors, j'ai vu que certaines personnes connectées ne sont pas nécessairement de Bordeaux, donc j'en profite pour dire que Gradignan, c'est la banlieue sud de Bordeaux, et qui a la maison d'arrêt avec une surpopulation carcérale assez importante. Mais c'est pas du tout le même environnement pour autant. Et vraiment, cette descente dans le CRA de Bordeaux, c'est une descente dans l'humanité qu'on peut avoir aussi, quoi. Enfin, moi, ça a été comme ça que j'ai ressenti. Et clairement, si je n'avais pas pu faire cette visite, jamais j'aurais pu en parler de cette manière-là, parce qu'on se rend compte vraiment de quelque chose d'inconcevable tant qu'on n'y passe pas, je crois. C'est intéressant parce que du coup, une des questions qu'on s'est posées en préparant cette soirée, c'était de savoir s'il fallait être entré au CRA en fait pour pouvoir en parler, pour en témoigner, s'indigner. Prune, je vais peut-être en profiter pour te donner la parole, puisque toi, ta visite du centre, elle est un peu différente parce que tu n'es pas habilitée, tu n'es pas autorisée à rentrer dans le centre de rétention. Donc, tu es venue en tant que visiteuse d'une personne enfermée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Ouais, ben justement, c'est ce que je me disais en entendant les deux autres témoignages, c'est que moi, c'était pas, j'ai l'impression du coup d'être rentrée comme une page vierge un peu. Je pense que je m'attendais pas, je savais pas ce que c'était vraiment. Enfin, Mélanie, nous, on était à un moment du projet où en fait, on était juste allé à la CIMAD, on avait assisté à des entretiens de personnes qui étaient dehors et qui, en tout cas, moi, il y en avait pas qui avaient parlé devant moi du CRA. Du coup, Mélanie nous en avait vaguement parlé, mais ça rentrait pas. Enfin, je pense que ça rentrait dans un coin de la tête, puis ça sortait. C'était pas concret, quoi. Et c'est vrai que, en plus, j'ai été la première avec une de mes collègues à y aller, en fait. Et
Du coup, j'avais pas d'autres témoignages d'autres personnes de ma promotion. Et c'est vrai que déjà, je pensais pas du tout que c'était au commissariat. Enfin, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Ça ressort visible. Enfin, et donc, ensuite, quand on est rentré, en plus, nous, on n'y allait pas dans une fonction journalistique ou politique. Donc, il y avait vraiment un truc où on allait prendre tout ce qu'on allait voir, quoi. Et c'est vrai que c'était très bizarre. D'un coup, j'ai la sensation d'être en prison. Et je m'attendais pas du tout à arriver en prison, en fait, dans un commissariat. C'est une chose auquel je m'attendais pas. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, je vais pas... Mais c'est vrai que il y a toute cette ambiance assez glauque. Et puis, tous ces passages, etc., de portique. Et ensuite, bon, nous, on est allés au parloir pour rencontrer cette personne qu'on ne connaissait pas, du coup. Et on avait eu tout cet entretien. Et c'est vrai que, enfin, là aussi, même par rapport à nous, après ce qu'on a rapporté, comment on a pu le traiter sur scène, puisqu'on on a travaillé là-dessus sur scène, le parloir aussi. Enfin, du coup, oui, c'est un parloir, quoi, ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que, enfin, il y avait vraiment une ambiance. Enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile à décrire en fait. C'est vraiment quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais plus vu personne comme ça dans ma vie. Enfin, c'était un espèce d'endroit comme un no man's land un peu, comme un endroit où il y a plus de temps un peu, il y a plus de temporalité. Après, je suis jamais allée en prison, donc je connais pas la différence. Mais, euh, mais c'est vrai que la personne que j'avais rencontrée, bon, moi après, c'est vrai que je vais plus vous parler je vais pas vous raconter cette personne-là, bien sûr, hein, mais la sensation que ça m'avait fait, moi, vu que c'était ce que je venais récolter, quoi, la rencontre avec cette personne, j'avais l'impression qu'elle avait pris un coup de massue et qu'il y avait plus. C'était très bizarre parce que du coup, j'avais rencontré dans les permanences à la CIMAD des gens qui cherchaient à obtenir leur papier et qui étaient encore dans une recherche active. Et là, il y avait un espèce d'arrêt je sais pas contre quoi je me bats en fait. Du coup, il y avait vraiment un truc. C'est ça, je pense, qui rend la chose très très glauque, c'est que du coup, on sait pas. Enfin, il y a un espèce de moment de, je sais pas pourquoi je suis là. Ça, effectivement, ça ressort dans tous les témoignages que vous allez entendre. Et, euh, et je sais pas contre quoi je me bats et qu'est-ce que je fais ici. Et du coup, il y a cette énergie, même nous, pour la traiter théâtralement, c'était hyper dur parce que euh, c'est vraiment un trou, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est assez étrange. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent dans la vie, cette énergie-là. Voilà. Merci Prune, et à toutes et tous d'ailleurs hein, pour ces partages. Je vais soumettre, il y a eu 2 questions déjà des spectateurs et spectatrices. Je vais les soumettre toutes les 2, puisque tu as beaucoup centré ta parole, Prune, sur aussi la rencontre que tu as faite avec cette personne, puisque toi, tu allais voir une personne. Il y a quelqu'un du public qui demande dans quel cas une personne peut-elle être enfermée dans un centre de rétention. Et une autre question qui rebondissait sur ta présentation, Mélanie, qui demandait si les téléphones portables sont prélevés aux personnes, comment peuvent-elles donc prévenir leurs proches? En ce qui concerne la première question, pour quelle raison une personne est enfermée en centre de rétention? C'était bien ça? Alors, le principe de la rétention, c'est que c'est un enfermement administratif décidé par la préfecture pour les personnes étrangères qui sont en situation irrégulière, donc qui n'ont pas ou qui n'ont plus de droit au séjour. Et la particularité, quand même, c'est pas uniquement d'être enfermé parce qu'on n'a pas de papier, mais c'est d'être enfermé pour être expulsé. C'est-à-dire que la vocation du centre de rétention, c'est d'enfermer une personne pour la renvoyer du territoire français. C'est d'ailleurs en ça que c'est complètement différent de la prison. On en parlait tout à l'heure, on l'a évoqué en disant que c'était différent. La prison, on enferme pour punir. La rétention administrative, on enferme en principe pour expulser. Bien que c'est ce qu'on dénonce de plus en plus la CIMAD, on se rend compte que finalement, il y a un petit peu un détournement de la rétention et qu'il y a une augmentation de l'enfermement. Une augmentation de l'enfermement à des fins autres, et notamment punir ou isoler les personnes, mais en tout cas pas les expulser. En ce qui concerne la deuxième question,
si la personne se voit confisquer son téléphone, parce qu'en fait c'est systématiquement le cas, parce que maintenant tous les téléphones ont des caméras, en fait tout simplement, soit elle achète un téléphone. Alors tout à l'heure on parlait du médiateur de l'OFI, il est responsable des achats qui ont été extrêmement réduits. Désormais il peut acheter des cigarettes et des téléphones portables. Et sinon, si la personne n'a pas d'argent, la police doit lui remettre une carte téléphonique, puisqu'il y a des cabines téléphoniques accessibles à tout moment librement dans le centre de rétention. Donc la personne peut se faire contacter sur les cabines et elle peut, elle, appeler depuis les cabines quand elle achète la carte. Il y a eu une autre question qui demandait si tous les CRA de France étaient aussi déshumanisés que celui de Bordeaux ou si celui de Bordeaux faisait exception. Oui, je pense que tous les centres de rétention sont aussi déshumanisés que celui de Bordeaux. C'est même d'ailleurs pas un des objectifs, mais en tout cas une des manières de fonctionner. C'est-à-dire que le centre de rétention, la personne, alors au départ, ça vient du fait que le délai légal de la rétention était très court. Et les centres de rétention, au départ, ont été conçus, comme je le disais, pour expulser. Et donc, la personne devait rester enfermée le moins de temps possible. On devait lui éviter l'enfermement, la privation de liberté, et la renvoyer rapidement. Pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard, les délais ont été augmentés petit à petit. Donc aujourd'hui, 90 jours, c'est 3 mois, ce qui est énorme. 3 mois, c'est le premier délai légal d'un délit d'incarcération. Donc, finalement, ces personnes, le délai légal de la rétention a augmenté. Parallèlement, rien n'a été pensé pour que le centre de rétention soit un temps soit peu humanisé dans la mesure où la personne restait un certain temps. Donc, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a pas d'activité. Il arrive que des personnes qui connaissent la prison et la rétention disent que c'est plus confortable d'une certaine façon en prison. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. En prison, il y a un des objectifs qui est quand même la réinsertion. Et donc, les activités, le droit à la formation, par exemple, sont prévus. En rétention, puisqu'on enferme une personne pour l'expulser, on n'est pas censé être gentil avec elle, lui proposer des bouquins, lui laisser son téléphone et qu'elle puisse méditer tranquillement. L'idée, c'est pas ça. Donc, tous les centres de rétention sont construits plus ou moins de la même façon et aucun ne prévoit d'activité. Alors, de temps en temps, là, avec l'allongement de le délai, il y avait un petit peu plus de choses prévues. Mais à Bordeaux, à part les télévisions et 2 agrès sportifs dans la cour, il n'y a rien qui est prévu. Moi, par rapport à toutes vos expériences de visite que vous nous avez livrées en début de table ronde, donc il y a beaucoup le terme de glauque qui est revenu. Vos propres témoignages étaient aussi chargés émotionnellement. Est-ce que vous pouvez nous dire la place de l'émotion en fait dans le témoignage? Est-ce qu'il faut sortir de cette émotion pour ensuite transformer ce qu'on a vu en modalité d'action concrète? Voilà, pour revenir à la question qu'on se posait sur comment faire du témoignage une arme politique, questionner la place de l'émotionnel. Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur cette question. Prune, lance-toi. Allez, je me lance parce que je me sens assez concernée vu le travail qu'on a fait par rapport au théâtre, vu que c'était vraiment un gros nœud compliqué qu'on a, je crois, réussi à toucher un truc du doigt. Après, voilà, mais c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps. En fait, nous, en tout cas, la clé, je pense qu'elle se situe beaucoup dans le temps, dans le fait de passer des étapes, des couches et des couches de travail là-dessus. Parce qu'à chaque fois qu'on avait un nouveau choc, qu'on apprenait une nouvelle chose, qu'on avait une rencontre, parce qu'en fait, elles étaient toutes chargées émotionnellement. Il n'y en a pas une qui l'était pas à n'importe quelle personne. Toutes les histoires sont difficiles qu'on a rencontrées. Toutes les histoires, les gens qui travaillent à la CIMAD, c'est pareil, parce que nous, on observait autant les gens qui travaillent, type Mélanie d'ailleurs, qui est ici, dont on s'est pas mal inspiré aussi, voilà, on s'est inspiré de toutes c'est pas les bords, mais de tous les endroits du rouage du système, on va dire.
Et en fait, du coup, à chaque fois, on était, je pense, heurtés parce qu'on recevait, parce qu'en fait, c'était très lourd. Même quand on avait interviewé Mélanie, on avait été ressorti ce truc de, en gros, tu travailles au CRA, c'est ce que tu nous avais dit, Mélanie, qu'une autre dame qui travaillait au CRA, qui avait arrêté maintenant, avant, qui t'avait dit, tu travailles au CRA, mais il n'y reste pas trop longtemps, parce que sinon, tu tiendras pas, quoi. Ça, émotionnellement, ça va te bouffer d'y travailler. Et du coup, c'est un peu comme ça partout. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont en galère de papier, qui, eux, rament. C'est clair, ils rament, ils sont émotionnellement... les gens de la CIMAD, enfin, chacun est à son endroit. Et du coup, nous aussi. Et du coup, on prenait à chaque fois des chocs émotionnels. Et puis, on les digérait, on les partageait, etc. Après, on tirait ce qu'on pouvait tirer. Mais il fallait que ça décante à chaque fois, en fait. Et ensuite, on faisait la part entre le côté documentaire, c'est-à-dire les informations qu'il fallait transmettre, ce qu'on ressortait par exemple d'un entretien ou d'un fait, voilà, ou d'une interview. Et ensuite, on y mettait aussi ce que nous, on voulait y mettre, enfin, la poétique, on va dire là-dessus. On se permettait une liberté à l'intérieur de ça. Mais ça, c'est vraiment pour la partie artistique, hein. Je ne pense pas que ça corresponde au journalistique, etc. Mais en tout cas, nous, on devait partir du documentaire, de ce que, voilà, faire le tri, choisir ce qu'on voulait dire et garder, et ensuite pouvoir rêver dessus. Ce qui n'était pas facile de rêver sur un sujet qui était aussi difficile. Mais on a dû s'autoriser, donc ça aussi, on est allé prendre d'autres textes, d'autres auteurs, etc. Et se permettre de faire rêver les personnages, d'en faire des personnages aussi, de pas toujours rester que sur la partie journalistique, quoi. Nous, c'était important pour qu'on puisse s'émanciper un peu de tout ça, parce que des fois, c'était lourd, hein. On avait des craquages complets, hein. Notre promotion, des fois, on est arrivé à des moments où c'était dur, quoi. Émotionnellement, on savait plus, on se sentait pas légitime de parler de ça. Enfin, c'était compliqué, quoi. Mais donc, pour moi, vraiment, c'était un travail de couche, quoi. Voilà. Tu disais qu'effectivement, ça concernait le théâtre et que c'était très spécifique, mais du coup, Loïc, Xavier, est-ce que vous voulez réagir puisque vos domaines d'intervention sont quand même très loin des problématiques du théâtre. Donc... Peut-être un petit mot et du coup, Xavier pourra compléter parce que il a observé le crâne et je crois qu'il a été un meilleur observateur de mes émotions que moi-même lors de la première visite. Et je m'en suis peut-être aperçu après, quand on en a reparlé, et je ne l'avais pas perçu sur le moment. Tu posais la question, Pauline, est-ce qu'il fallait dépasser ses émotions? Moi, je pense que l'émotion, c'est bien ce qui caractérise aussi notre humanité. Sinon, on est des robots, on est des machines. On descend visiter un CRA, on remonte, on a vu et on n'en retire rien si on est un robot. Je pense que, enfin, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Ça m'a heurté aussi de plein fouet, comme le disait Prude, parce que moi j'étais aussi, je veux dire, la page vierge dont elle parlait tout à l'heure, parce que moi, premier mandat, tout début de mandat, je descends dans ce trou d'inhumanité qui est le CRA de Bordeaux et je me trouve confronté à ce que je vous disais tout à l'heure, l'incompréhension complète de pourquoi les gens sont là et une sorte d'impuissance politique à ma place de pouvoir répondre à aucune des détresses de ces gens-là. Et donc, nécessairement, l'émotion, je veux dire qu'elle m'a été utile pour garder en mémoire et une mémoire vive de ce qu'est la réalité de cet enfermement administratif. Et dans le contexte particulier, parce que je voudrais le rappeler aussi, ma deuxième visite, c'était, si ma mémoire est bonne, en janvier de cette année. Entre les deux visites, la première et la seconde, c'est là qu'est intervenue une loi à l'Assemblée nationale, Asile-Immigration, qui a durci terriblement les conditions et les durées de rétention dont parlait Mélanie tout à l'heure. Et j'allais dire que si tu visites pas un CRA avant d'affronter un texte comme celui-là, tu restes un Playmobil dans l'hémicycle. Et vous comprendrez ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas mesurer la portée de ce que vous allez voter et infliger à ces gens-là. Il me semble, en tout cas. Moi, ça m'a été
j'allais dire utile, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'était vraiment indispensable et nécessaire que j'ai pu voir ça avant, aussi difficile que ça soit à accepter qu'on a affronté ça, qu'on ne peut pas, on ne peut rien y changer. Et ce que j'ai dit aussi en sortant de cette première visite, il faut interdire ces rétentions administratives. C'est ce que disait aussi Mélanie, parce que ça a été dévoyé, ça n'est plus le sens de ces quelques jours qui étaient initialement l'objet de ces rétentions. C'est devenu autre chose. Et voilà, moi, ce que je peux dire de l'émotion et de comment je l'ai transformé en, autre chose, une façon de porter une parole politique au sens comment on organise autrement notre façon de vivre ensemble dans cette société, y compris avec ces problématiques des réfugiés. Voilà, je ne sais pas comment le formuler autrement, parce que c'est assez, enfin, c'est vraiment du coup sur le registre de l'émotion là que je m'exprime et du ressenti. Mais je pourrais préciser plus tard. Oui, on y reviendra plus tard et c'est ce que je vous invite à faire. Donc, c'est vrai que Xavier, du coup, si tu veux. Oui, pour compléter, mais cette expression de percuter, être percuté de plein fouet, je relisais ce que j'avais écrit lors de la visite de Loïc, et c'était exactement l'expression que Loïc, tu avais utilisée en sortant. Et effectivement, il y avait une émotion forte qui se dégageait, alors que moi je vivais, mais j'étais pas obligé de parler et donc pas obligé de l'exprimer en tant que journaliste. Et toi, vu qu'il y avait un comité de soutien qui était venu à l'extérieur en soutien à ces grévistes de la faim, tu avais été obligé de t'exprimer et il y avait une forte émotion qui en ressortait. Cette émotion, ben, c'est effectivement important qu'elle vive alors, et qu'elle puisse s'exprimer parce que c'est comme ça qu'elle peut avoir une portée politique. On peut objectiver les choses et je pense que c'est le travail que fait la CIMAD et vous arrivez à la CIMAD à marcher sur ces deux jambes, quoi. C'est-à-dire avoir ces témoignages et avoir cette objectivation par le nombre de personnes qui y passent, par les conditions dans lesquelles elles vivent. Et cette soirée que vous avez organisée ce soir en est aussi la démonstration, quoi. Le truc, c'est que moi, quand j'ai fait la visite de la CIMAD, pardon, du CRA, en remontant, j'en suis sorti. Et j'ai croisé d'autres choses, j'ai croisé d'autres sujets parfois durs, mais je suis sorti de cet espace horrible. Avec le fait que finalement, un peu loin des yeux, loin du cœur, et l'émotion que j'avais pu ressentir à ce moment-là, avec le temps, avait été un petit peu oublié, quoi, soyons honnêtes. Et quand la CIMAD vous êtes venu proposer de faire une émission sur la clé des ondes, en amenant les témoignages qui venaient de l'intérieur du CRA de Bordeaux ou d'autres CRA via les témoignages collectés à travers les années par la CIMAD, et ben en fait ça fait une piqûre de rappel sur l'horreur qui est vécue à l'intérieur, quoi. Et j'entendais tout à l'heure l'émission que vous avez produite cette semaine. Et voilà, et on est replongé dans cette émotion, et c'est important en fait de l'avoir, parce que si on n'a pas cette émotion, on n'a pas l'indignation qui peut aller avec, j'ai le sentiment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est vrai que il y a être percuté de plein fouet qui est une chose, et heureusement, parce qu'effectivement, sinon, on est des Playmobil. Et comme dit ton collègue de l'Assemblée, Sébastien Jumel, à propos des députés Playmobil, le problème du Playmobil, c'est que quand on enlève les cheveux, à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas de cerveau, quoi. Ça, c'est Sébastien Jumel qui le dit, et je trouve que l'image est assez juste, parce que si on visite un CRA sans humanité, si on aborde en tout cas les questions politiques sans humanité, on ne peut pas décemment prendre de bonnes décisions. Et le truc, c'est qu'au-delà de cette visite qui percute de plein fouet, comment dans le temps on arrive à conserver aussi ce lien, de se rendre compte, parce que Pauline, Mélanie, vous le vivez presque quotidiennement, ce qui se passe dans le CRA. Moi, j'en ai que, et c'est déjà
plus que beaucoup de gens, un écho hebdomadaire, quoi. Et surtout, on se rend compte des moments. Alors, bien sûr, les moments sont toujours difficiles, hein, comme le disait Prune, et tous les témoignages qu'il y a sont durs. Mais nous, de notre côté, avec la radio, on a une émission historique qui s'appelle L'autre parloir, qui est à destination des familles et proches des détenus de la maison d'arrêt de Gradignan. Les familles peuvent appeler pour envoyer des messages. Et on a cette émission et on a la vôtre à travers les murs. Et les deux parlent finalement de l'enfermement. Et pendant la période de confinement et le premier confinement, ces deux émissions-là ont évolué et ont en tout cas apporté beaucoup de choses qui n'étaient transmises que très très peu par ailleurs. C'est-à-dire que vivent les prisonniers en ce moment, que vivent les personnes retenues en ce moment dans la période de confinement. Et quand il y a eu des épisodes des personnes contaminées au Covid sur ce deuxième confinement, les témoignages qui ont pu être apportés grâce à vous ou grâce aux gens qu'on a pu avoir au téléphone en les appelant directement dans le CRA via notamment la cabine téléphonique, eh ben, apporter une possibilité d'information qui était capitale, c'est-à-dire des voix qu'on n'entend pas, des analyses qu'on n'entend pas et une situation qui est jamais commentée, quoi. Si seulement les télés d'infos en continu faisaient des lives permanents sur comment ça se passe en ce moment dans les centres de rétention, je pense que la situation des centres de rétention évoluerait sans doute bien mieux parce qu'on se rendrait compte et on ne pourrait que être indigné face à ça. Et pour terminer, juste, je rappellerai un truc, c'est que informer, ça vient du latin informare, c'est mettre en forme. Donc il y a cette émotion que l'on a, que l'on reçoit en tant que journaliste, et nous, notre boulot, c'est de réussir à la mettre en forme. C'est peut-être là où quelquefois il peut y avoir des liens avec un volet peut-être un peu artistique, parce que des fois, on travaille avec des matériaux qu'il faut qu'on puisse mettre en forme différemment. Voilà. Mais il ne faut pas perdre ses émotions, quoi. Ni dans la description du centre de rétention, ni dans les témoignages que peuvent amener les gens, que ce soit les témoignages de ceux qui y vivent ou de ceux qui y entrent pour, soit comme vous, être intervenante, ou comme Loïc aussi, visiteur occasionnel, quoi. Merci Xavier. Alors, je réfléchis juste. On dépasse déjà un petit peu notre timing, mais je vais quand même transmettre quelques questions parce qu'il y en a eu beaucoup et les réponses peuvent être assez courtes, je pense. C'est peut-être plus à toi que ça s'adresse, Mélanie. Ça permet aussi de faire le lien avec le premier témoignage qu'on a entendu, celui de Carmen. Il y a eu des questions sur la séparation des familles dans les centres de rétention, si les parents d'enfants sont séparés, s'il y a des mineurs isolés dans le centre de rétention. Je vais faire un petit combo de questions, comme ça tu pourras y répondre en même temps. Il y a eu une question aussi sur la visite de médecins dans les centres de rétention. Tu as parlé un petit peu des intervenants, peut-être que tu pourrais nous redire la présence des médecins. La personne qui a posé cette question a aussi dit « La santé mentale doit devenir fragile dans ces centres. Avez-vous pu interroger des retenus y vivants ?» Voilà, donc je te laisse faire une petite réponse à tout ça. Je vais commencer par la première thématique, entre guillemets. La réponse, c'est oui et oui. Il y a des familles qui sont enfermées, qui sont séparées parfois, alors soit par l'enfermement et ou par l'expulsion. Il y a également des mineurs isolés. Alors, c'est un petit peu différent parce que les familles, il y a des textes qui sont venus petit à petit légiférer, rendre légal l'enfermement des familles, alors que les mineurs seuls ne peuvent pas être enfermés, sauf qu'en pratique, c'est quand même le cas. Donc, les familles aussi, ça arrive très fréquemment qu'elles soient séparées, notamment en Outre-mer, où il arrive que des mineurs soient séparés de leurs parents
voire même expulsés sans les parents. À Bordeaux, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a que des hommes, donc il n'y a pas, ce que je disais au début de la présentation, il n'y a pas de familles qui sont enfermées. Ça nous est arrivé d'accompagner des mineurs isolés qui finalement n'ont pas été expulsés, qui ont été libérés, puisque en plus leur enfermement donc, était complètement illégal. Par contre, ça arrive fréquemment qu'il y ait des pères enfermés et donc des familles séparées du fait de l'enfermement et parfois que le père donc, soit aussi renvoyé du territoire. En ce qui concerne la deuxième question sur la santé, j'ai juste pas compris la fin de ta question, Pauline, sur la santé mentale qui doit être fragile et est-ce que j'ai déjà l'occasion de rencontrer des personnes malades psychologiquement? Je l'ai lu telle quelle la question, donc. J'ai pas entendu. En tout cas, pour répondre à la question sur la santé, oui, heureusement quand même, il y a un médecin dans tous les centres de rétention. Il est prévu légalement une présence d'une unité médicale avec une équipe infirmière et une équipe médicale qui varie autant en termes d'effectifs que de présence horaire en fonction de la taille du centre de rétention. Donc à Bordeaux, il y a également un médecin ou une équipe médicale et une équipe paramédicale qui est là tous les jours, y compris le week-end, sur des horaires quand même variables, pas toute la journée, ni le week-end, ni la semaine, et pas en soirée. Et effectivement, la santé mentale est fragilisée. De toute façon, l'enfermement, je ne suis pas médecin ni psychologue, mais il y a beaucoup d'études qui montrent en quoi l'enfermement peut peser sur la santé mentale, mais d'ailleurs aussi physique. Et clairement, on le voit dans l'accompagnement au fur et à mesure du temps. On parle d'abord de morale, mais le moral de la personne peut se fragiliser, mais au fur et à mesure, on voit que physiquement, elle va changer et ses comportements ne vont pas être les mêmes et ses réflexions non plus. Et donc, ça peut, selon les personnes évidemment, être plus ou moins difficile. Je poursuis nos réflexions donc, sur la portée politique des témoignages. Je vais vous proposer l'écoute de deux d'entre eux, celui de Diaby et de Farid. Aucune nouvelle de l'ambassade mauritanienne. Je peux pas y aller, je sais pas pourquoi. Je suis au CRA depuis le 4 avril, alors que je vis en France depuis 24 ans et qu'on délivre une carte de résident au bout de 10 ans. J'éprouve de l'angoisse tous les jours. Je cogite sans arrêt. Je dors pas. Ma famille me manque tant. Quand on met ici comme des animaux. Pourtant, on n'a pas commis de délit. Les toilettes sont bouchées, ça empeste. Tu dois appeler quelqu'un pour t'y rendre. La douche aussi est bouchée. Pas de réseau au sous-sol pour téléphoner. Les repas, c'est n'importe quoi. On a du ketchup et de la mayonnaise à chaque repas. Vous faites ça chez vous? On n'a pas d'eau le matin pour faire une infusion, ni pour boire. La fontaine ne marche pas. Heureusement, les infirmiers nous donnent du thé après l'après-midi si on leur demande. Les conditions de vie sont dures. Dures. Les murs sont transparents. Il y a du bruit partout. Aucune intimité. Je demande au juge de venir passer une nuit ou deux au CRA, de manger ce qu'on nous sert à table. Un juge des libertés de la détention est venu visiter le CRA. On a appelé le personnel d'entretien en catastrophe pour que tout soit propre avant la visite. On a même débouché les toilettes pour l'occasion. Mais il n'est pas venu parler aux retenus. Seulement aux policiers. On a tous des problèmes de santé. La perception du monde est différente ici. On a tous des éducations différentes. On est obligé de prendre sur nous pour ne pas faire de bêtises. Hier, j'étais trop énervée. J'ai dit à mes co-retenus, « Venez pas me parler parce que la vie ici, c'est terrible. Je vais exploser. » On nous écoute pas. Il faut juste faire du chiffre. Tous les jours, je prie. Je lis la Bible. Et je pense à mes 7 enfants. Je dis, écoute, ça te fait une leçon. Pour moi et pour mes enfants aussi, ne jamais faire de bêtises dans la vie. Je ne souhaite le CRA à personne. Même pas à mon pire ennemi. Diaby, de nationalité française, enfermé 45 jours. Né en Mauritanie de parents français,
Diaby a toujours affirmé avoir obtenu la nationalité française depuis son arrestation jusqu'à ses différents passages devant le juge. Contacté par son avocat, le tribunal d'instance qui aurait pu en apporter la preuve était en plein déménagement et avait archivé tous les documents. Impossible à récupérer dans le délai imparti de 45 jours de rétention. Je pars demain matin. Ils viennent de me le dire. Ils m'ont dit de me préparer. Ils viennent à 4 heures. Je suis en France depuis août 2014. J'ai travaillé à Paris, puis à Tours de juin 2017 jusqu'à mars 2019 chez un employeur, comme chauffeur, livreur, monteur de meubles. À la base, je suis menuisier. Par exemple, j'ai installé les bureaux au tribunal de grande instance de Dax. Mon père a travaillé 40 ans en France, à la RATP au nettoyage. J'ai pas osé me faire aider pour les papiers. J'ai peur. Pas de papier, la préfecture. Ce qui se passe ici, c'est horrible. Le ménage n'est pas fait. Vous sentez. Vous comprenez, moi j'ai l'habitude du propre. J'ai demandé des produits pour nettoyer, mais on m'a dit que c'était interdit. On donne du shampoing 1 fois par semaine. Moi, je me douche tous les jours. Ceux qui ont été en prison disent qu'on peut aller avec une liste et son argent pour cantiner, mais ici, ce n'est pas possible. Lofi n'achète que des cigarettes. Pas possible d'avoir des gâteaux, par exemple. C'est interdit. En plus, ils ne sont pas là tout le temps. Il faut batailler avec ceux d'ici, les policiers, pour qu'ils sortent pour des cigarettes. La bouffe, on mange ça pour caler, pour qu'on ne crève pas. C'est dégoûtant. L'alimentation, franchement, il n'y a pas de goût. Les légumes, pois chiches, un peu de goût, juste vite fait. Ils disent qu'il n'y en a pas assez. Les gens s'embrouillent. Ils ont peur de pas avoir leur part. Ils donnent une seule couverture et il n'y a pas de chauffage dans les chambres. La nuit, j'ai froid. Quand on demande, on nous dit « la semaine prochaine ». Ça sert à quoi de me parler mal? On est tous des hommes, on a droit à du respect. On ne m'a pas laissé appeler l'avocate. Même enfermé ici, j'aimerais m'asseoir sur l'herbe, au soleil, comme aujourd'hui. Mais ici, il n'y a que du béton. Ils ne nous encouragent pas en France. Il y a une loi qui dit que tu peux avoir des papiers avec 24 mois de bulletin de salaire, et une autre loi qui dit que tu peux pas travailler. Farid, de nationalité tunisienne. Enfermé 23 jours. Après 5 années en France, Farid est expulsé. Il a toujours travaillé et son travail était apprécié de ses employeurs. Il n'a pas compris pourquoi il a été placé en prison. Il n'est pas délinquant. Du coup, les deux témoignages qu'on vient d'entendre complètent très bien ce que vous avez pu décrire dans la première partie de cette soirée, puisque du coup là, il s'agissait vraiment de témoignages de personnes enfermées et sur les conditions de rétention. On a pu entendre quand même que les conditions de rétention elles étaient particulièrement difficiles. Pourtant, on sait que le sujet de la rétention, c'est quand même assez peu porté. Du coup, Xavier, Loïc, si vous pouvez revenir peut-être, Xavier, toi en tant que journaliste, sur la question de la médiatisation d'un sujet, comment ça devient un sujet dont s'emparent les médias, et Loïc peut-être sur la mise à l'agenda politique. C'est aussi, ça recoupe aussi cette question, et j'en profite pour transmettre plusieurs questions du public qui vont dans ce sens-là. Il y a eu c'est plus une remarque qu'une question, mais sur la force de l'oral par rapport à des écrits qu'on relaie déjà, donc peut-être là sur la question de l'image, de la presse écrite. Il y a eu des questions sur la prise en main politique du sujet, dans le sens où est-ce qu'il y a d'autres élus qui se sont manifestés, qui ont manifesté le même souci de connaissance des CRA avant de retourner siéger à l'Assemblée. Il y a eu une question sur est-ce que le préfet responsable représentant de l'État est venu visiter le CRA. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. J'essaie de voir s'il y en a d'autres sur cette thématique qui recoupent et je vous laisse la parole. J'avais vu passer une question sur est-ce que la presse nationale ou régionale vient aussi dans le CRA. Donc, elle est
soumises aux mêmes obligations ou interdictions, même plutôt, que notre radio associative locale. C'est-à-dire qu'on ne peut déjà visiter que s'il y a une visite d'un parlementaire. La presse régionale Sud-Ouest, je crois pas me tromper, Loïc, tu as accompagné les fois où toi tu allais visiter. Il me semble que quand c'était à la maison d'arrêt, peut-être aussi. Et puis, il y a également dans ces cas-là les réseaux de Radio France, donc et les France Bleu avec les radios locales, qui peuvent produire des reportages qui potentiellement peuvent se retrouver sur et pareil pour France Télévisions, sur des chaînes nationales. Donc, un reportage de France Bleu peut très bien passer des fois sur France Info. Et un reportage local de France 3 peut aussi se retrouver sur France 3 local, régional peut se retrouver sur du France 3 national. Mais après, il y a aussi structurellement le fait que dans les rédactions, il y a très peu de spécialistes de ces questions, parce qu'on pourrait dire que c'est lié au domaine police-justice, mais souvent le domaine police-justice, c'est plus celui du fait divers que d'aller dans un centre de rétention, et donc qui là se rapproche plus finalement de questions presque sociales, quoi, que de la justice, alors qu'on parle effectivement de justice. Et donc, généralement, ce qui peut se passer, c'est que il n'y a pas de spécialiste de ces questions, et donc pas forcément la connaissance, par exemple, des rapports de... Son nom m'échappe, mais la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, pardon, qui édite beaucoup de rapports, et il y a eu plusieurs rapports qui ont été édités sur le CRA de Bordeaux. Mais c'est vrai qu'il faut déjà connaître bien cette spécificité, cette institution, pour pouvoir aller consulter les rapports et aussi avoir le temps d'en parler dans ces sujets. Donc la presse nationale et régionale peut s'y intéresser, mais ça va être, je pense, au coup par coup, et c'est pas souvent qu'il y a une d'un journal national, même des médias qui vont être engagés à gauche. Je pense au journal L'Humanité, au journal Libération. C'est pas forcément souvent qu'il y aura des unes sur les conditions de rétention. Il y aura des unes sur les lois asile et immigration d'une manière générale, mais pas forcément sur comment on vit à l'intérieur d'un centre de rétention. Alors, j'ai répondu que à une question qui n'était pas celle que tu m'avais posée en plus. Je suis désolé. Quelles étaient les autres? Pas de souci, c'était sur comment bah, après, tu en as parlé parce que tu as évoqué le fait divers, mais c'était sur la mise enfin, comment ça devenait médiatique, un sujet ou pas d'ailleurs. Ben, le fait que, alors finalement, c'est presque quelque chose de pratique, le fait que ce soit des parlementaires qui doivent aller dans un centre de rétention pour pouvoir qu'il y ait des journalistes qui viennent avec, fait que en fait, le politique a un pouvoir d'entraînement derrière lui. Juste si je peux me permettre sur ce point, en fait, c'est vrai, pas tout à fait vrai. En fait, les journalistes peuvent y rentrer sans élus, mais ils doivent demander l'autorisation. C'est ce qui fait que souvent ça bloque parce qu'en fait, les journalistes n'ont pas l'autorisation. Alors, il y a eu des journalistes qui sont rentrés sans élus, mais du coup, voilà, c'était juste pour une petite précision très pratique. En tout cas, il y a un pouvoir d'entraînement dans tous les cas, je pense, c'est clair. Du politique. Et quand il y a le député Loïc Prudhomme qui va dans cet espace, eh ben, il y a la possibilité aussi d'avoir un commentaire politique sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a le fait que le politique s'y intéresse fait que les médias pourront s'y intéresser aussi. Voilà. Je vais essayer de faire court peut-être pour pas prendre trop le temps. Après, il y a une alchimie sur les questions de pourquoi un sujet devient médiatique ou pas. Et c'est vraiment de l'alchimie. Des fois, je ne comprends pas non plus. Et du coup, Loïc, peut-être pour continuer là-dessus, sur la mise à l'agenda politique, sur l'intérêt aussi des autres élus ou non, d'ailleurs, pour répondre aux spectateurs et spectatrices, je vous laisse poursuivre. Oui, alors est-ce que d'autres élus ils sont allés, je ne suis pas le mieux placé pour le savoir, je crois à ma connaissance que très peu s'y sont intéressés, en tout cas à Bordeaux, mais ça je crois que seuls les gens de la CIMAD qui sont là, je vais dire, 7 jours sur 7 et qui voient passer les visiteurs ou les parlementaires pourront répondre, mais à ma connaissance, je ne crois pas. Peut-être un élu de la majorité, mais j'en suis pas sûr. Bon, voilà, après, c'est pour répondre à la question.
Après, sur l'effet d'entraînement politique, ce qu'évoquait Xavier, sans doute un petit peu, avec, j'allais dire aussi, la limite de moi, ma position particulière de témoin et d'élu d'opposition. C'est-à-dire que finalement, en tant qu'élu d'opposition, je suis réduit à être seulement un témoin. Et c'est pas anodin comme rôle, dans la mesure où être élu d'opposition, c'est pas non plus une situation éternelle. Mais voilà, sur le moment, je suis réduit à la position de témoin. Et donc, par rapport, si j'ai compris, Pauline, ta question sur la mise à l'agenda politique, moi, je mets à mon agenda politique ces visites parce que, je l'ai déjà expliqué, moi, je trouve que ça ne devrait pas exister. Et donc, le fait d'y aller, ça me permet de porter ce message et de dire l'inhumanité de ces pratiques. Mais je ne le mets pas à l'agenda politique au sens où, on le disait tout à l'heure, il faudrait changer des lois, il faudrait changer des pratiques. Voilà, enfin, c'est aussi un petit peu, on parlait d'émotion dans la première partie de notre discussion. C'est ce qui fait que c'est particulièrement pénible et dur aussi d'être dans cette position-là d'élu sans avoir un levier immédiat de changement des choses. Et ça, c'est compliqué, mais j'allais dire c'est inhérent à ce rôle, hein, c'est de savoir aussi être patient, travailler sans jamais baisser les bras, parce que comme je le disais, être élu d'opposition, ce n'est pas un statut éternel et que avoir connaissance de ces sujets, avoir conscience de tout ce qu'ils entraînent en termes de conséquences humaines, permet, le jour où l'agenda, c'est moi qui l'écrirai, de pouvoir poser ces questions-là et en tout cas de les mettre à l'agenda au sens de la loi, du travail législatif qu'il faut entièrement remettre sur le métier pour revoir toutes ces lois qui sont, depuis, Mélanie l'évoquait, dans la durée, n'ont cessé de se durcir. Et moi, ce qui m'interroge, sans avoir de résultats, ni d'intérêt au durcissement, ni d'intérêt. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, Pauline, mais je suis prêt à ce que tu me l'apprécies s'il y a besoin. Oui, non, c'était exactement ça. Puis ça recoupe aussi, du coup, je disais, les questions des spectateurs sur, voilà, en tant qu'élu, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, vous avez répondu, voilà, en tant qu'élu minoritaire aussi, que c'est une vraie question. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre autour de la table. Il y a quelqu'un qui demande si on sait évaluer le coût de la rétention, de cette politique, en fait, qui enferme les personnes. Et j'imagine que cette question, elle a aussi été posée en parallèle, puisqu'on dit souvent que ça coûte cher d'accueillir des personnes migrantes. Donc, Alors, je ne sais pas si à la CIMAD, vous avez des éléments pour répondre à ça. Moi, on sort là de la période où on vote le budget à l'Assemblée nationale. Alors, je ne suis pas, dans mon groupe, celui qui est vraiment en charge de ces questions de la Commission des finances. C'est plutôt deux de mes collègues qui sont en charge de ça, mais à ma connaissance, il n'y a pas de ligne particulière qui me permettrait de répondre à cette question, mais je propose quand même de creuser ça plus précisément, de poser la question à mes collègues qui sont à la Commission des finances et qui suivent ça, pour apporter peut-être a posteriori la réponse à cet auditeur. Mais à ma connaissance, on peut pas, je ne vote pas au budget une ligne budgétaire qui me dit les CRA en France coûtent X millions d'euros, mais c'est sans doute dans des missions budgétaires qui sont plus englobantes et qui doivent regrouper des missions de la police aux frontières ou des choses comme ça. Je vais peut-être compléter le propos de Loïc Prudhomme sur cette histoire du coût. Parce qu'en effet, et je vais compléter avec une autre question qui recoupe sur le coût, puisqu'il y a une question sur la création d'un nouveau CRA à Bordeaux. Et du coup, pour aussi élargir la question du coût, quelqu'un demande s'il y a aussi des mobilisations prévues autour de la création de ce nouveau centre de rétention. Voilà.
Ça fait beaucoup de questions. Alors, tout à l'heure, en fait, juste avant de revenir sur cette question du coût, il y a pas mal de choses à dire, mais par rapport aux visites, il y a d'autres parlementaires qui se sont présents, enfin, qui ont visité le centre de rétention. Euh, en fait, la CIMAD n'est pas systématiquement informée du tout de quand une visite a lieu, que ce soit d'un élu ou notamment aussi du préfet. Il y a le procureur qui en général vient une fois par an. Après, au niveau des élus, pendant la, la réflexion autour de la modification législative de la dernière loi immigration, le rapporteur de la loi s'était rendu au centre de rétention de Bordeaux. Après, l'objectif n'est pas toujours le même. Quand on parle d'âme politique pour dénoncer la rétention, d'autres parlementaires peuvent s'en servir au contraire pour justifier, par exemple, l'enfermement des familles et comprendre comment est organisé un centre de rétention pour l'aménager pour des enfants. Donc voilà, l'objectif d'une visite, il est évidemment différent selon la fonction en fait, qu'on veut donner à sa visite. Et le préfet, quand même, oui, c'est déjà rendu au centre de rétention, tout comme le procureur, tout comme le contrôleur général des lieux de privation de liberté également. Ils font partie des institutions qui peuvent s'y rendre en accès libre. Pour répondre à la question du coût, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de budgets qui peuvent se recroiser. Il y a effectivement la loi de finances qui va dédier certains budgets en ce qui concerne la rétention, les expulsions, mais après, il y a aussi d'autres paramètres. Alors après, c'est pas du tout non plus un domaine spécifique, mais les paramètres tels que l'ensemble en fait des effectifs policiers, des intervenants, des personnels même de police qui interpellent les personnes pour placer en rétention. Donc en fait, c'est toute une chaîne qui se met en place et je pense que c'est un peu difficile. Il avait été question à un moment du coût estimé à 20 000 euros pour placer, enfermer une personne et l'expulser, pardon, c'était avec le coût de l'expulsion, parce qu'il y a aussi le coût, enfin voilà, c'est distinct, selon que la personne soit expulsée ou pas, vers quel pays, si elle est escortée. Donc il y a énormément de variables qui font que le coût est un petit peu compliqué à estimer. Il faudrait poser la question peut-être au ministère de l'Intérieur qui répondrait ou pas. Et pour finir, après, je vais quand même aussi laisser la parole sur le centre de rétention de Bordeaux, le futur centre et les éventuelles mobilisations. Pour l'instant, il n'est pas encore construit. Il en est question plutôt d'ici 2-3 ans. Mobilisation, j'imagine qu'il y aura. Pour l'instant, pas à ma connaissance. En ce qui s'agit du coût, il faudrait déjà regarder s'il y a eu un appel d'offres publié pour la construction de ce centre de rétention qui est prévu. Ça, par contre, on a l'information pour une capacité de 140 places, qui est quand même la capacité maximum prévue par la loi, avec des zones famille et femmes et enfants. Merci Mélanie. On me souffle dans l'oreillette qu'en moyenne, le coût d'une expulsion, c'est 15 000 euros. Pour refaire le lien avec la mise... Oui, juste pardon, sur la dépense, il y avait eu un rapport de la Cour des comptes en 2008 donc, qui visiblement disait que la rétention en CRA, sans compter les dépenses d'interpellation, d'éloignement ni de justice, c'était 190 millions d'euros. Ce qui faisait 5 000, donc comme le disait Mélanie, 5 000 euros à peu près par retenue. Et voilà, effectivement, c'est ces chiffres de 15 000 euros. Voilà, c'est les chiffres que j'ai retrouvés dans mes dossiers. Je crois d'ailleurs qu'il y a un nouveau rapport qui est sorti en début d'année, en mars 2020, de la Cour des comptes. C'était une suggestion là du public sur la mise à l'agenda politique. C'était au sujet donc des députés de la majorité qui peuvent parfois se rebiffer, hein, je cite la suggestion. Y aurait-il un moyen de leur faire entendre quelques témoignages qui pourraient les bousculer? Voilà. Bon, c'était plus une remarque qu'une question. Prune, peut-être sur cette question du politique, je ne sais pas toi comment tu as investi cette thématique quand même effectivement très politique que peut être la rétention, et est-ce que tu penses que le théâtre et l'art plus généralement son rôle à jouer dans tout ça, pour refaire un peu le lien entre tous vos points de vue bien différents? Oui, c'est sûr. Après, c'est pas facile, quoi.
c'est des terrains assez glissants et enfin, voilà, je sais que moi-même personnellement, ça me questionne beaucoup la frontière entre un théâtre engagé, parce que un théâtre engagé, le théâtre, c'est engagé par essence, mais après, quand vraiment, est-ce que c'est un théâtre militant? Enfin, après, ça dépend des personnalités de chacun, de ce qu'on veut mettre dedans. Euh, Tu peux préciser la question? Comme ça, j'y répondrai mieux. Elle me paraissait pas hyper précise, s'il te plaît. Oui, pardon. Euh, bah, oui, c'était. Enfin bon, après on va pas partir dans un grand débat, mais effectivement, ça risque de recouper. Mais sinon, du coup, là, de tous vos points de vue, on va peut-être partir sur autre chose, mais peut-être la question pour conclure, parce qu'en plus on a largement, je pense, dépassé notre temps de parole qu'on s'était fixé. Mais du coup, c'était sur une bonne question pour conclure qui a été posée par le public, c'était sur, selon les différentes expériences, selon vous, quelles sont les conditions pour que le témoignage puisse être une arme politique? J'ai refait la boucle avec notre question de base. Quand même. Le fil conducteur de la soirée. Les différentes manières de faire pour que les témoignages deviennent des armes politiques, c'est ça? Ouais. Oui, clairement. Enfin, l'art, enfin bon, puisque c'est moi qui représente ça ici, clairement c'est un outil hyper puissant en fait, mais hyper dangereux aussi du coup, je pense, parce que c'est très puissant aussi et il faut que ce soit utilisé. Bon après, ça dépend des opinions politiques de chacun aussi, hein, parce que bon là clairement, je pense qu'on est tous d'accord ici quoi. Mais il y a mille. Mais c'est sûr que c'est un. Enfin en tout cas nous, je sais que dans le spectacle, en tout cas quand on l'avait joué. Il y avait eu des gens, en tout cas à l'intérieur, qui avaient eu des vraies prises de conscience, quoi. Qui étaient venus nous voir à la fin, qui avaient. De même qu'il y a des gens qui étaient carrément sortis de la salle, quoi. Mais vraiment de manière épidermique. Il y a un monsieur qui était sorti par la porte de secours, quoi. Tellement il ne pouvait pas entendre ce qu'il entendait, quoi. Et et en même temps, il y a vraiment. Je sais qu'il y avait alors, je ne sais plus très bien si elle était juge, mais en tout cas, c'était un endroit comme ça. Et en fait, elle avait entendu à la sortie du spectacle vraiment même une partie de son métier différemment. Parce qu'elle n'avait pas la notion de tout ce qui se passait à d'autres endroits, en fait. Elle avait qu'une partie du rouage du système et du coup, il lui manquait vraiment un chaînon manquant. Alors pourtant, elle faisait partie de ce système. Et du coup, je pense que oui, bien sûr, pour informer et pour faire le lien entre tous ces témoignages et nos vies, en fait, parce que ça, je pense que c'est complètement le domaine de l'art, en tout cas. Et je pense des deux autres domaines journalistiques et politiques. Enfin, je pense que de toute façon, il faut faire le lien, quoi. Il faut communiquer là-dessus, c'est sûr. Et ça manque cruellement dans notre société. On communique pas assez là-dessus, quoi, c'est sûr. Voilà. Merci Prune. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter un petit mot? Très rapidement sur ce que disait Prune, et j'entends moi sur armes politiques, ce qu'elle vient de décrire. C'est porter ça à la connaissance au sens politique, comment on organise notre société, pas au sens partisan, comme souvent quand on utilise le mot politique, les gens l'entendent, mais au sens politique, quelle société on veut construire. Et j'allais dire les deux plus politiques, enfin les deux plus armés politiquement pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être même Prune et Xavier, quasiment, puisque c'est eux qui témoignent, qui témoignent sur la durée, enfin, avec une fréquence aussi. Xavier faisait référence à son émission hebdomadaire. Je ne vais pas toutes les semaines au CRA, j'allais dire heureusement pour ma santé mentale, malheureusement pour les gens peut-être qui s'y trouvent, mais enfin, moi je ne suis pas capable de l'affronter, ça. Clairement, il faut se dire les choses aussi. Mais donc, oui, car l'arme politique, le thème de ce soir, le témoignage, sortir ça des murs, y revenir sans cesse, en reparler jusqu'à temps qu'on en termine avec cette rétention administrative de manière définitive. Mais moi, je suis un maillon, enfin, le récepteur finalement de ces armes politiques que sont Prune, que sont Xavier, que sont ces visites, au sens où elles me permettent, comme eux deux, de prendre conscience de la réalité et de l'avoir toujours à l'esprit.
Merci. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, mais je crois que ce qu'il faut signaler, c'est que effectivement la présence d'intervenantes comme vous, Pauline et Mélanie, est vraiment, faut rendre hommage au boulot que vous abattez et que vous permettez, parce que vous avez un boulot hyper important, il me semble, pour les gens qui sont à l'intérieur du CRA et qui sont retenus, et pour les gens qui sont à l'extérieur. Et on a maintenant, on dit plus tout à fait association, syndicat, etc. On dit c'est les corps intermédiaires. Alors, ça peut être mal perçu, mais pour le coup, pour vous, c'est hyper utile, quoi. Vous êtes un intermédiaire euh, tellement important, puisque personne ne peut aller dedans, entre guillemets, si facilement que vous et que les policiers, et que bon, les policiers ont sans doute moins envie que vous de parler de ce qui se passe à l'intérieur, que ce que vous faites en recueillant la parole, en aidant les personnes à l'intérieur, et que cette parole, vous arrivez à la transmettre via soit les bouquins qui ont été édités, alors je crois qu'ils sont en rupture de stock maintenant chez Actes Sud, sauf si je me trompe, hein, vous me direz. Chronique de rétention, Et effectivement. par... ouais, pardon. Et par la possibilité de communiquer avec la presse, les communiqués de presse, ou en essayant d'avoir un lien avec l'art, ou avec bien sûr l'émission à travers les murs que vous produisez. C'est vous qui êtes une cheville ouvrière hyper importante pour qu'il puisse y avoir une mobilisation et puis qu'on puisse être toujours informé de ce qui se passe à l'intérieur. Et de ça, après, peut émerger et doit émerger toujours d'autres qui permettent ce relais. Alors nous, avec la clé des ondes, médias, radio, local, on essaie de faire le boulot, mais moi, je suis vachement content quand je ne me vois pas concurrent des autres médias. Je suis vachement content quand je vois que Sud-Ouest va se saisir du sujet, parce que je sais que Sud-Ouest aura une portée qui sera bien plus considérable que la mienne, quoi. Donc, ce truc-là, il tient aussi parce que il y aura des personnes comme Loïc qui s'investiront sur ce sujet, et puis parce que il y aura des mobilisations de citoyens, des mobilisations populaires autour de ces questions, et c'est quand il y a des mobilisations qu'il peut y avoir un écho suffisant pour faire avancer aussi les lois de temps en temps, parce que le problème, c'est que là, on est dans un moment politique, alors ça fait qu'empirer et qu'accélérer, quoi, mais où il faut lutter sur tellement de terrains. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a quand même en plus un emballement et une rapidité d'aborder tous les sujets pour essayer d'être un rouleau compresseur qui va à 100 à l'heure, quoi. Et la période qu'on vit là, est particulièrement flippante en plus. Enfin bon, bref, je vais pas déprimer, mais parce qu'il y a des personnes qui tiennent aussi debout au départ pour faire ce lien, et en l'occurrence vraiment les intervenantes de la CIMAD que vous êtes, mais je pense que vous n'êtes pas les seuls au sein de la CIMAD et au sein des CRA d'une manière générale à travers le pays, ça permet aussi qu'il y ait cette information qui sorte. Et c'est vraiment en soutenant, et je ne le dis pas pour vous flatter, mais vraiment parce que je le pense, c'est vraiment en arrivant, en essayant de vous soutenir, qu'on peut avoir plus d'informations, quoi. Moi, c'est mon point de départ à la radio, quand je suis arrivé il y a 3 ans dans ma radio associative, c'est de dire de quoi on ne parle pas et comment on ouvre les portes et les fenêtres de cette radio pour que les gens y viennent et puis nous raconter des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Et si vous n'étiez pas venu, on n'en aurait pas parlé, quoi. Enfin, voilà. Merci Xavier. Mélanie, tu veux rajouter un mot avant qu'on conclue vraiment cette fois? Oui, peut-être rapidement alors. Pour rebondir sur ce que vient de dire Xavier, en fait, la question qu'on s'est posée aussi ce soir quand on a organisé la discussion, c'était nous, notre frustration en tant que cimadienne, de se dire
justement, comment est-ce qu'on fait de notre témoignage une arme politique? Nous, on sait ce qu'on veut dire, on sait ce qu'on voit, on sait de quoi on veut être témoin, enfin de quoi on est témoin, mais à quel moment on arrive à le transmettre et surtout comment les gens qui sont dehors peuvent s'en saisir et comment est-ce que notre message peut passer. Et surtout, la finalité, c'est comment est-ce que l'action citoyenne, comment est-ce que ça va prendre pour que le message devienne une action, en fait, puisque le message de la CIMAD, c'est quoi? C'est on ferme les centres de rétention. Il y a d'autres politiques migratoires qui sont possibles et envisagées, envisageables, et qui doivent être mises en place. Et alors, on arrive à témoigner, mais on n'arrive pas jusqu'à mettre en place l'action finale du message, quoi. Voilà, donc j'espère que le public que vous êtes pourrait aussi discuter de ça et que finalement on arrive à diffuser et à réfléchir à ces questions migratoires qui sont larges et complexes et qu'on ne s'arrête pas aux préjugés et aux peurs qui sont malheureusement en ce moment assez présentes. Et puis juste pour préciser peut-être, faire une petite pub sur l'émission dont on parle tout à l'heure sur la clé des ondes, c'est l'émission hebdomadaire qui est donc sur la clé des ondes tous les mercredis à 11h, voilà, qui reprend des témoignages des personnes enfermées, soit directement enregistrés par elles, soit lus par des bénévoles de la CIMAD de Bordeaux. Merci Mélanie et surtout un très grand merci à tous les quatre pour avoir été là ce soir pour ces échanges hyper intéressants et hyper riches et aussi sur un peu ces perspectives de synergie, je trouve. Et bon, on a parlé de choses assez lourdes, mais il y a aussi, je trouve, de l'espoir dans tout ça parce que ça montre que tous ensemble, on peut aussi parvenir à des grandes choses. En tout cas, je l'espère. Merci aux spectateurs et aux spectatrices. Un merci évidemment aux AOC, co-organisateurs de la soirée, à la Clé des Ondes évidemment partenaire. Et du coup, pour conclure la soirée, on laisse le mot de la fin à Maka pour un dernier témoignage. Je pars demain matin. Ils viennent de me le dire. Ils m'ont dit de me préparer. Ils viennent à 4h. Je suis arrivé en France avec mon grand frère. J'ai été à l'aide sociale à l'enfance, puis j'étais étudiant, CAP dans le bâtiment. Et j'ai travaillé avec des fiches de paie. Puis j'ai voulu changer de carte de séjour pour en avoir une vie privée, mais ils ont pas voulu. Un avocat a fait appel. Je saurai jamais le résultat. J'allais signer le matin au commissariat 3 fois par semaine. L'autre jour, un policier m'a dit « Le chef a à te parler ». Je suis monté et il m'a dit « On a le laissé passer ». Ils m'ont amené à Bordeaux, à l'aéroport, mais j'ai refusé de monter dans l'avion. Alors ils m'ont amené ici, au CRA d'Andaille. Mes affaires sont restées à Poitiers. Ils n'ont pas voulu les chercher. Je sais pas qui va les récupérer. Le CRA, faut pas connaître. C'est pas un endroit. On prend du retard, une journée perdue chaque jour. Je connais personne en Guinée. Je sais même pas qui je vais trouver. Comment je vais quitter l'aéroport de Conakry, j'ai pas d'argent. Je vais aller à Bokeh. C'est une province. Je me pose des questions depuis. Maka, de nationalité guinéenne. Enfermé 8 jours. Après une prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, la réussite de son apprentissage et 5 ans en France à travailler, Maka est expulsé vers son pays d'origine où il n'a plus personne.